Latte raconte. Christophe Ondelatte. Voici l'histoire de l'un des plus grands pervers de l'histoire contemporaine, Paul Schaeffer. Pendant près de 35 ans, au Chili, il a réduit en esclavage près de 300 Allemands. Il se prétendait pasteur et disait qu'il parlait à Dieu. En vérité, il était pédophile et faisait son miel des petits garçons de la communauté. Il a aussi été un complice objectif de la dictature du général Pinochet. Si vous ne connaissez pas encore cette histoire, vous aurez du mal à y croire. Elle est hallucinante. J'ai écrit cette histoire avec Tugdual de Dieu le veut, réalisation Boris Patwinski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Au début c'est beau, alors profitons-en. Nous sommes juste après la guerre en Allemagne. La défaite, les destructions, l'économie à plat, les horreurs du nazisme à assumer. Le pays a le moral dans les chaussettes. Le premier qui propose quelque chose pour relever la tête est gagnant à tous les coups. Le premier enthousiaste rafle la mise. J'ai entendu dire qu'à la paroisse de Carteau, il y a un animateur pour les jeunes. Il paraît que c'est un type formidable. Ah bon? Et c'est qui? C'est un ancien brancardier de la Wehrmacht. Je crois qu'il s'appelle Paul Schaeffer ou Schaeffer, un truc comme ça. Essayons d'aller voir. On va voir. Et c'est séduisant, très séduisant. Ce type-là, Paul Schaeffer, a un charisme fou. Avec lui, on ne passe pas des heures à genoux, à prier. On rit, on joue, c'est fraternel. Quel bonhomme formidable. Et quand il prêche, il est génial. Mais tu sais s'il est pasteur, Paul Schaeffer? Non, je crois pas qu'il est pasteur, mais on s'en fiche. Les pasteurs sont ennuyeux. Mais pas lui. C'est l'essentiel, non? Et ainsi, mois après mois, une petite communauté se crée autour de lui, au point d'ailleurs que le pasteur de la paroisse commence à se méfier. « Monsieur Schaeffer, je vois bien le succès que vous avez auprès de nos jeunes. Mais je vois aussi certaines dérives qui me paraissent inacceptables. Cette manière que vous avez de dire que Dieu, par exemple, parle à travers vous, elle révèle, comment dire, monsieur Schaeffer, un goût pour le culte de la personnalité. Et cela ne nous convient pas, monsieur Schaeffer. Et donc je vais vous demander de quitter notre paroisse. » Oh, le vieux schnock virait un type comme Schaeffer, un type qui draine derrière lui des dizaines et des dizaines de jeunes. Il est fou, ce pasteur. Ou alors il est lucide. Viré de sa paroisse, Paul Schaeffer ne renonce pas à cette communauté de jeunes dont il rêve. Il paraît qu'il s'est installé dans la forêt. Moi, je n'ai rien à faire qu'il ait été viré par le pasteur. Cet homme est 10 fois plus fort que le pasteur. On va le voir dans la forêt. Ça te dit? Ils sont des dizaines et des dizaines à aller le voir le soir parler de Dieu autour du feu de camp. Dieu m'a demandé de fonder une communauté de partage total. Est-ce que vous voulez me suivre dans cette expérience? Il nous faudra trouver un lieu, mais je vais m'en occuper. S'ils veulent le suivre, mais bien sûr qu'ils veulent le suivre. Cet homme est formidable. Au milieu des années 50, Paul Schaeffer trouve le lieu idéal pour bâtir sa communauté. Un petit village de Rhénanie du Nord-Westphalie. Une grande maison un peu décatie à l'entrée du village. Il va falloir la rénover et l'équiper. Mais à peine achetée, les jeunes arrivent de tout le pays. Quand je dis jeunes, je parle d'enfants de 7, 8, 9, 10 ans jusqu'à 17 ans. Surtout des garçons. Ce sont eux qui rénovent la maison, pierre après pierre, tuile après tuile. Des gamins à la dérive, qui trouvent un homme à qui s'accrocher, un projet de vie, eux qui croyaient que l'avenir était en noir. À cette époque, au tout début de cette histoire, on ne s'étonne pas que tous les soirs,
il invite un jeune garçon à dormir dans son lit. Chaque soir, un garçon différent. Dans la communauté, personne n'y trouve à redire. Enfin, pas tout à fait. Des parents ont porté plainte. Cet homme est le diable. Il met nos enfants dans son lit. Il faut le dénoncer. Mais c'est trop tard. Il est parti en voyage. En vérité, il est parti chercher un autre endroit pour installer sa communauté, dans un pays où on sera moins regardant sur ses pratiques. Et justement, il a fait connaissance récemment de l'ambassadeur du Chili en Allemagne. Il s'est montré très enthousiaste quant à ce projet de communauté de jeunes. Et donc, voilà Paul Schaeffer à Santiago du Chili. J'ai toute une communauté avec moi, notamment beaucoup de jeunes. Je sais que vous venez d'être frappé par un terrible tremblement de terre. Alors, que penseriez-vous de l'idée de venir vous aider avec nos jeunes? C'est très généreux de votre part, Monsieur Schaeffer. Comment comptez-vous procéder? Si vous êtes d'accord, je vais acheter un terrain et nous construirons nous-mêmes les bâtiments de notre communauté. Quelques jeunes, 4 ou 5, ne devraient pas tarder à me rejoindre, si vous le voulez bien. 4 ou 5 seulement? Non. À terme, quand les travaux seront finis, nous serons plus de 300, je pense. Sauf qu'il n'a pas prévenu les parents de ces jeunes. Peu importe, d'une certaine manière, il les enlève. Paul Schaeffer achète un terrain au sud de Santiago du Chili, dans une région complètement paumée. 30 hectares. Et maintenant, il faut construire. Pas en béton, hein, en bois, en coupant les arbres alentours. Un travail de titan. Et ils ne sont pas nombreux. Et maintenant, il faut faire venir les autres. Les 300 dont Schaeffer a parlé aux autorités chiliennes. En 1961, des familles entières avec des enfants vendent tout en Allemagne pour accomplir ce rêve fou de construire une nouvelle vie communautaire au Chili. Ils quittent l'Allemagne en bateau et voguent la galère. Quand ils arrivent dans la colonie de Paul Schaeffer, perdue en pleine nature, waouh, ils prennent un petit coup au moral. Des cabanes? Ils veulent nous faire vivre dans des cabanes. Et t'as vu? Il n'y a même pas d'électricité. Effectivement, il n'y en a pas. Et l'eau vient de la rivière par des rigoles. C'est le bruit de leur nouvelle vie. Et maintenant, il faut construire. Et construire encore pour héberger les 300 habitants de la Colonia Dignidad. C'est comme ça que ça s'appelle. La colonie de la dignité. Construire. Et travailler la terre pour les nourrir. Et lui, Paul Schaeffer? Oh ben c'est un nabab qui se fait servir, et qui fait de longues siestes. Il parle à Dieu. Ça suffit bien. Ah oui, il trouve quand même le temps de jouer avec les garçons. Et le soir, il prêche. Je sais que vous travaillez dur, mais c'est pour servir Dieu. Et pour vous soulager pendant tous ces travaux, j'ai décidé d'ouvrir une maison pour les enfants. Et rien que pour les enfants. Ils y seront bien, vous verrez. Des femmes vont s'occuper d'eux. De tout petits enfants, de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il va se charger de leur éducation. Dans l'éducation, le problème, ça ne sont pas les enfants. Le problème, ce sont les parents. Ils sont responsables des péchés de leurs enfants. Voilà pourquoi les enfants ne sont pas prêts de revoir leurs parents. Et les plus jeunes ne sauront même jamais qu'ils en ont eu. En attendant, Paul Schaeffer leur apprend à chanter. Document d'époque.
Pendant ce temps-là, la colonie est devenue un vrai village, avec des magasins, des ateliers d'artisans et même un petit barrage hydroélectrique sur la rivière pour fabriquer de l'électricité. Et surtout, un hôpital pour soigner tous les miséreux du coin, avec des infirmières et des médecins. Et c'est gratuit. C'est ce que Schaeffer avait promis, non? Aider les Chiliens. C'est pour ça qu'ils sont là, officiellement. Et les Chiliens, évidemment, sont très contents. Il est bien, ce Paul Schaeffer. Cadeau du gouvernement, la colonie ne paiera pas d'impôts. Tous les jours, Paul Schaeffer confesse ses disciples. Ils doivent tout lui dire, tout ce qu'ils pensent et tout ce qu'ils font. Et son jugement est cinglant. Voilà, aujourd'hui j'ai cassé une mèche de ma perceuse. Comment ça? Mais tu es une planche pourrie! Tu es une abrutie! Et ça ne s'arrête pas là. Quand un adepte a péché, il le punit lui-même, parfois à coups de fouet. À part ça, Paul Schaeffer a maintenant toute une communauté d'enfants, rien que pour lui. Et personne pour lui chercher des poux dans la tête. Et comme les petites filles ne l'intéressent pas, il décide qu'elles vivront à part, sans jamais voir les garçons. Les garçons, c'est pour lui. Toi, viens. Aujourd'hui, c'est toi qui vas être mon sprinter. Son sprinter, celui qui aura la chance de passer la journée avec lui et surtout de dormir avec lui ce soir. C'est aussi lui qui lave les garçons dans sa salle de bain. Ils n'ont pas le droit de se laver sans lui. Mon enfant, la pureté du corps et de l'esprit vont ensemble. Et le soir, dans sa chambre, il les viole. Ne t'inquiète pas. C'est pour évacuer les tensions. Et si tu parles, tu iras en enfer. Et les garçons qui refusent, parce que certains refusent, il les bat et il les fait enfermer. Jusqu'ici, les autorités chiliennes ont fichu la paix à Paul Schaeffer. Il s'occupe des pauvres de la région où est implantée la colonie. Il a fait sacrément baisser la mortalité infantile. Le reste, ils estiment que ça ne les regarde pas. Mais ça va changer. Le 3 novembre 1970, Salvador Allende, marxiste jusqu'au bout des ongles, prend le pouvoir à Santiago du Chili. Ce n'est pas la victoire d'un homme, mais la victoire du peuple et la victoire du Chili. Et c'est pour cela que le 4 novembre, le peuple entrera avec moi au Palais de la Moneda. Les communistes sont au pouvoir. Et l'une de leurs premières décisions est d'exproprier les grands propriétaires terriens. La Colonia Dignidad a de bonnes chances d'être du voyage. Paul Schaeffer décide de construire une clôture autour de la colonie. Et il fait bâtir des miradors aux quatre coins de son territoire. Et à l'intérieur, il fait creuser des bunkers. Et surtout, il signe une alliance avec les opposants à Allende. Donnant. Vous nous protégez, et moi, je vous aide. J'ai besoin de machines pour ma colonie. Vous pouvez me fournir ça? Bien sûr que nous pouvons vous les fournir. En échange, est-ce que vous accepteriez de recevoir et de cacher certains colis pour nous? Vous êtes une organisation humanitaire. Personne ne fouillera vos camions et vos conteneurs. Bien entendu que je peux faire ça pour vous. Vous pouvez compter sur moi. À la colonie, personne ne sait ce qu'il y a dans ces colis. Mais ils finissent par comprendre que dans les containers, il y a de quoi fabriquer des armes et des bombes. La Colonia Dignidad est devenue une usine clandestine d'armement au service des opposants à Allende. Et c'est pas fini. Un jour, toute une délégation d'opposants débarque à la colonie et Paul Schaeffer leur fait une proposition.
Voilà, messieurs, je mets mes installations à votre disposition pour organiser un coup d'État contre ce communiste de Salvador Allende. Ici, vous verrez, nous sommes suffisamment isolés pour que personne ne voie rien. Schaeffer a un intérêt dans tout ça, qu'on continue de lui fiche la paix. Et puis, il déteste les communistes. Le 11 septembre 1973, une partie de l'armée chilienne lance un coup d'État contre Allende. À sa tête, le général Augusto Pinochet. Allende est renversé et il se suicide dans les ruines du palais présidentiel. Et Pinochet prend le pouvoir. Et sa première décision est d'ordonner l'arrestation de tous les sympathisants d'Allende. 13 000 personnes sont emprisonnées. Et un jour, l'un des bras droits de Pinochet, le chef de la nouvelle police secrète, Manuel Contreras, débarque à la Colonia Dignidad. « Señor Schaeffer, je vous remercie pour l'aide que vous nous avez apportée. Mais nous avons encore besoin de vous. Il nous faut un endroit discret. Est-ce que vous pourriez nous mettre cela à notre disposition ?» Bien sûr qu'il peut. Schaeffer donne immédiatement l'ordre de vider des caves. « Débrouillez-vous comme vous voulez. Il faut que ce soir, toutes ces caves soient vides. » Et un jour, arrive un bus chargé de prisonniers chiliens. Les hommes de Pinochet les font descendre dans les caves pour les torturer. La Colonia Dignidad est devenue une annexe du régime du dictateur Pinochet. Pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines, les adeptes de Schaeffer entendent des prisonniers hurler sous la torture. Juste en dessous de leur chambre, on torture des hommes et des femmes à l'électricité. Et Schaeffer y participe en personne. Et après, il fait creuser des trous aux quatre coins de la propriété pour y mettre les cadavres des opposants morts sous la torture. Un an plus tard, Schaeffer réunit toute la colonie. Nous allons recevoir une personnalité très importante. Et à cette occasion, je vous demande de vous comporter de manière absolument parfaite. Absolument parfaite. Et un jour de 1974, arrive Augusto Pinochet en personne. L'orchestre et la chorale de la colonie sont là pour l'accueillir et entonner l'hymne chilien. Et Pinochet, il pleurniche, il est ému. En général, je voudrais vous faire un cadeau. Un cadeau? Mais de quoi s'agit-il? Une voiture. Une Mercedes, mon général. Deutsche Qualität. Mais avec Schaeffer, un cadeau n'est jamais désintéressé. En contrepartie, il obtient de pouvoir exploiter une mine d'or. Et bien entendu, pour les petits garçons, pas de problème. On ne va pas vous ennuyer avec ça, monsieur Schaeffer. Les viols quotidiens des enfants de la colonie sont en quelque sorte le prix des armes et de la torture. C'est la récompense pour tout ce que Schaeffer a fait pour Pinochet. Et c'est une avance pour tout ce qu'il fera dans les années qui suivent, en lui fournissant des armes à flux continu. Des petits garçons de 5, 6, 7,
8 ans, tous les soirs, dans son lit. Ce que Schaeffer a fait pour Pinochet commence à se savoir. Les armes, la torture et même les petits garçons. On en parle dans le journal, en Allemagne et dans toute l'Europe. Alors le ministre allemand des Affaires étrangères envoie son ambassadeur au Chili mener une petite enquête sur place. Sauf que Schaeffer et lui se connaissent très bien, depuis des années. Alors quand l'ambassadeur rentre à son ambassade, « Je suis allé sur place, monsieur le ministre. Tout ce qui se dit sur la Colonia Dignidad est une calomnie pure et simple. Vous voulez dire que selon vous, il n'y a pas de torture là-bas? En aucun cas, monsieur le ministre. Et les enfants? Vous vous êtes renseigné sur les accusations de viol? Mais bien sûr, monsieur le ministre. Et je puis vous dire que tout cela est faux. J'ai votre parole, monsieur l'ambassadeur. Vous savez ma parole, monsieur le ministre. Cette complicité sordide entre une communauté soi-disant chrétienne et la dictature chilienne dure tout le temps du règne de Pinochet, c'est-à-dire jusqu'en 1991, l'année de sa chute, l'année du retour à la démocratie. À ce moment-là, ça fait 30 ans que Schaeffer et sa communauté sont au Chili. Les petits garçons qu'il a violés au début ont maintenant plus de 30 ans. Le nouveau pouvoir chilien n'a pas la même bienveillance pour la Colonia Dignidad. Il lui retire son statut d'organisation de bienfaisance. Et maintenant, la colonie va devoir payer des impôts et déclarer le personnel de la secte. Depuis 30 ans, ils n'ont jamais reçu un peso. Et l'hôpital, qui depuis le début est le cache-sexe de Schaeffer, on le ferme. Sauf que les Chiliens du coin sont furieux. On ferme leur hôpital. Ils manifestent pendant 1 an pour obtenir la réouverture. Et ils gagnent, figurez-vous. L'hôpital de la Colonia rouvre ses portes. Mais entre-temps, les paysans locaux ont vendu leur âme et surtout leurs enfants. Monsieur Schaeffer, accepteriez-vous de prendre nos enfants dans votre colonie, au moins pendant les vacances, pour les soigner, pour les éduquer? Nous vous serions infiniment reconnaissants. S'il accepte, mais bien sûr qu'il accepte de la chair fraîche. Cadeau. Au début, pour les petits paysans chiliens, c'est un rêve éveillé. Une sorte de colonie de vacances dans laquelle on s'occupe d'eux. On les habille, on leur donne à manger tous les jours. Et puis il y a une piscine. On leur offre des cadeaux, des jouets. C'est le bonheur. Pour eux, Schaeffer vient de créer un internat et il se dit prêt à accueillir des enfants venus de tout le Chili. Et maintenant, il en a des dizaines sous la main. Et ce qui devait arriver arrive. Il découvre sa chambre. Viens, viens avec moi, je vais te laver. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Mais si, tu verras. Ce sera un bon moment. Non, il ne veut pas. Bien. Tiens, prends ce médicament. Ça va te soigner. Les petits Chiliens sont plus résistants que les petits Allemands. Ils savent que ça ne se fait pas de se laisser tripoter par un vieillard. Ils savent, parce qu'ils ont reçu de leurs parents une éducation. Et donc, pour les mettre à sa botte, Schaeffer les bourre de calmants. Il les drogue pour les mettre plus facilement dans son lit. Un jour, l'un des petits garçons parvient à faire passer une lettre à ses parents. « Me ha tocado. Il m'a touché. Il a mis son sexe dans mes fesses. » Les parents sont furieux. « Il faut prévenir la police. » La police, mais la police est avec lui. La police, elle protège la colonia. Alors, allons à Santiago. Allons porter plainte là-bas. On ne peut pas laisser faire ça à notre fils. Et les parents le font. Ils vont porter plainte à Santiago du Chili pour le viol de leur petit garçon. Et la police judiciaire chilienne émet un mandat d'arrêt contre Schaeffer. Dans la colonie, c'est la panique. La police arrive. Ils vont perquisitionner tous les bâtiments. Dieu nous envoie une épreuve.
Résistons et nous vaincrons. Et Dieu sera fier de nous. Trop tard, Polo. Les policiers sont là maintenant. Et ils vont tout droit vers la maison de Paul Schaeffer. La porte est fermée à clé. Et elle est très solide, un coffre-fort. Señor Schaeffer, abre la puerta. Abre la puerta. Mais il n'ouvre pas la porte. Alors les policiers s'en vont. Schaeffer a gagné une bataille. Mais de là à gagner la guerre, ça sent la fin, Polo. Ça sent la fin. Les policiers reviennent avec un haut-parleur. Nous sommes la police chilienne. Nous sommes venus pour vous secourir. Paul Schaeffer est un pédophile. Il a violé vos enfants pendant des années. Aidez-nous à l'arrêter. Mais dans la colonie, personne ne le dénonce. Ils le soutiennent. Ils n'ont connu que lui depuis tout petit. Ils sont déterminés à lui rester fidèles jusqu'au bout. Mais la police chilienne ne renonce pas. Elle revient tous les jours. Et elle quadrille la colonie en long, en large et en travers. Paul Schaeffer est introuvable. Un soir, Schaeffer rassemble toute la colonie. Je vais m'absenter pendant quelque temps. Je compte sur vous pour continuer à faire vivre la colonie au service de Dieu, comme elle l'a toujours été. Prions ensemble. Ils ne le reverront jamais plus. Et ils pleurent. Ils pleurent comme des madeleines. Leur monde est en train de s'effondrer. Au début, Schaeffer se terre dans un bunker tout près de la colonie. Il me faut des garçons. Allez me chercher des garçons. Insatiable. Jusqu'au bout. Il s'est enfui. Il s'est enfui avec une poignée de fidèles. Il a pris un avion pour l'Argentine. Il les a abandonnés. Et ils ont tout perdu. Et ils pleurent à chaudes larmes. Que vont-ils devenir? Ils n'en ont pas la moindre idée. Alors ils continuent de vivre comme il le leur a enseigné, sous la protection de Dieu. En 2005, Paul Schaeffer est localisé en Argentine. C'est un vieux monsieur en fauteuil roulant. Le Chili le réclame, l'Argentine l'extrade. Et Schaeffer est jugé et condamné, mais seulement pour abus sexuels et mauvais traitements sur mineurs. 20 ans de prison. Le reste, tout le reste, la torture, les exactions, les armes offertes à Pinochet, tout ça est mis sous le tapis. Le Chili n'a pas envie de revisiter son passé. Le Chili ne veut pas exhumer les vieux démons. Le Chili veut aller de l'avant. Paul Schaeffer est mort en prison à Santiago du Chili en avril 2010. Il a fait régner la terreur sur 300 personnes pendant 36 ans. Il a violé plus de 200 garçons et participé à la torture et l'exécution d'au moins une centaine de Chiliens. Aujourd'hui, on peut visiter la Colonia Dignidad. Et certains membres de la communauté y vivent toujours. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Frédéric Ploquin, vous êtes journaliste et vous avez écrit chez Fayard d'abord et aujourd'hui chez Ring, c'est le même bouquin mais il a changé d'éditeur, un livre qui s'appelle La Colonia du docteur Schaeffer, une secte nazie au pays de Pinochet. Vous y êtes allé, vous, visiter la Colonia Dignité ? Écoutez, j'ai commencé à m'intéresser à cette colonie qui est unique au monde, il faut bien le dire. Il n'y a pas d'autre exemple, je crois, comme ça au monde d'un système entièrement organisé, entièrement conçu pour satisfaire les perversions sexuelles d'un pédophile d'un seul homme. Ça n'existe pas ailleurs. Donc voilà, on a commencé l'enquête là de manière un petit peu, on n'était pas forcément hyper tranquille. Et à un moment donné, moi j'ai la chance de baragouiner la langue allemande, de la parler. Donc à un moment donné, on a décidé d'aller sur place. Et donc on arrive, c'est un endroit, il faut voir ça, c'est assez beau, c'est un décor de carte postale, c'est un magnifique endroit. Et sur le plan géographique, ça ressemble, moi qui connais la Bavière, ça ressemble vraiment à la Bavière. Je pense pas qu'ils aient été tellement dépaysés quand ils sont arrivés sur place. Donc nous, on arrive là avec notre petite voiture devant. En 2000, il y a effectivement à l'entrée une espèce il y a une barrière, c'est fermé. C'est une espèce de micro-forteresse, même si en 2000, il n'y a plus les miradors, les câbles électriques qu'il y avait partout, etc. Mais c'était pas non plus n'importe qui n'y rentre pas. Il a fallu qu'on décline notre identité à l'entrée et là, on a eu le sentiment qu'effectivement, malgré la fin de la dictature, malgré tout, il y avait encore ce côté État dans l'État. Un État dans l'État, c'était... Et donc, on a réussi à rentrer à l'intérieur, et là, c'était quand même le choc, je dois vous avouer, parce que il faut quand même imaginer que ces Allemands qui étaient là, et ces Allemandes, il y a pas mal de femmes, n'avaient pas eu, depuis leur installation en 1960 sur place, accès ni à l'argent. Ils n'avaient pas d'argent pour acheter quoi que ce soit. D'ailleurs, ils ne sortaient pas, ils n'avaient pas le droit de sortir. Tout était à l'intérieur. Ni aux vêtements, ni aux montres, ni à l'heure, ni aux informations. Je veux dire, c'est vraiment... Il a créé un monde. Pour que les gens soient et restent à sa botte, il les a coupés du monde totalement. Et donc, on s'est retrouvés là, au milieu de ces gens-là, habillés comme un peu dans les années 60-70. Ça nous a beaucoup surpris et on a essayé, on s'est fait passer pour des touristes, On était intéressés par leur couronne, par leur gâteau allemand et on a cherché, c'était un peu le prétexte qu'on a pris, on voulait goûter leur C'est le pâtisserie strudel, allemande. votre prétexte. Bavaroise. Jusqu'à quel point Schaeffer était-il nazi ? Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il avait été brancardier dans la Wehrmacht. Il n'était pas SS. Alors effectivement, au départ, quand il est en Allemagne, et d'ailleurs vous l'avez dit, je crois, il fuit l'Allemagne avec ces personnes parce qu'il est déjà accusé de pédophilie. Il faut le rappeler. Donc il était simple brancardier. Il traverse l'Atlantique, il s'installe au pied de la cordillère des Andes dans ce magnifique endroit. Et là, effectivement, on peut pas dire qu'il a été vraiment SS qui se soit fait remarquer en tant que tel pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais moi ce que je retiens, c'est que pendant les 30 années qui suivent, il va essayer de mettre en place une grande partie des principes et de l'idéologie nazie. Et là, je veux parler de la soumission de l'homme par l'homme. Et quand on analyse la manière dont il avait assis son emprise sur les esprits sur place, c'est pas juste un gourou ordinaire, c'est un gourou qui théorise toutes les idées, les grandes idées de l'idéologie nazie et qui les applique d'une certaine manière à la fois pour proroger, pour faire durer une espèce de petite entité aryenne. C'est ça. Aryenne, voilà, c'est ça. Au pied de la cordillère des Andes. Et ensuite, il y a un autre élément très fort qui pourrait être issu de l'idéologie nazie, c'est le contrôle des naissances. C'est-à-dire que lui, il prétend, il a une telle emprise sur les gens que c'est lui qui marie les individus les uns avec les autres, c'est lui qui fait les couples, c'est lui qui décide qui va vivre avec qui, il a une emprise absolument totale. Et donc, d'une certaine manière, il a
il a décidé de quelle façon ces individus, il a fait main basse sur la vie privée de l'intégralité des membres de la colonie. Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut dire, Frédéric Ploquin, que la motivation, le ressort de tout ça, ça ne sont que les enfants, ça n'est que sa pédophilie? Pour moi, c'est le cœur du sujet. Après, il s'adapte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il s'adapte, mais évidemment, il faut quand même dire que pendant la dictature il faut rappeler les faits pendant la dictature de Pinochet, Pinochet va quand même rester 17 ans au pouvoir. La colonie, et là on voit qu'il y a autre chose, il y a aussi un engagement idéologique de sa part. Parce que quand on fait une école de torture, comme il l'a fait, c'est-à-dire qu'en fait, il a fait venir des Chiliens sur place, il leur a appris, il leur a donné des cours de torture. Donc, il s'est érigé en enseignant torture. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, il faut rappeler qu'à l'époque, ça c'est un petit aspect géopolitique important, à l'époque, on a en gros des régimes communistes dans pratiquement toute l'Amérique latine, et ça va basculer vers les dictatures militaires subitement. Et lui, dans cette base arrière de la colonie Dignité, sacré détournement du mot dignité, dans cette base arrière, il va installer des antennes, c'est-à-dire un système assez performant sur le plan technologique de communication qui va permettre la traque dans toute l'Amérique latine à partir de là des militants communistes. Donc là, on voit que il y a la satisfaction de sa perversion sexuelle, mais pas seulement, il s'engage littéralement du côté, on va dire, de Pinochet, de la dictature militaire, et il les sert, et ça explique aussi, parce que l'un des principaux supports du coup d'État de Pinochet à l'époque, c'est quand même, il faut le rappeler, la CIA et les États-Unis. Il faut le rappeler, c'est-à-dire qu'il faut rappeler le contexte historique de l'époque. En gros, les États-Unis considèrent l'Amérique du Sud comme leur base arrière, et ils ne veulent pas de régime communiste dans la région, et donc le coup d'État va être largement aidé. Ça explique d'une certaine manière la couverture, la protection au sommet dont a bénéficié Paul Schaeffer durant toutes ces années. Y compris de la part de l'Allemagne, parce que j'ai raconté cet épisode avec l'ambassadeur qui dit « Je vous jure, il ne se passe rien là-bas », alors qu'en vérité, il a très bien compris ce qui se passait là-bas. Le gouvernement allemand savait et n'a pas bougé le petit doigt. Écoutez, là, moi j'ai aussi, quand je suis allé enquêter avec Maria Pobet au Chili, on a frappé à la porte de l'ambassade d'Allemagne, on a été reçus, on nous a effectivement expliqué, un petit peu gêné, que pendant très longtemps, d'une certaine manière, on n'avait plus que fermer les yeux, et on a eu un certain nombre d'ambassadeurs allemands au Chili qui ont, on peut le dire comme ça, je veux dire, protégé littéralement Paul Schaeffer, au point même qu'il y a un épisode absolument marquant dans ces années-là où membres de la colonie avaient réussi à s'évader malgré les médicaments, malgré les miradors, malgré les barbelés, malgré tout ça. Et il avait été à l'époque attrapé et d'une certaine manière ramené à la colonie avec la complicité de l'ambassade d'Allemagne. Donc l'ambassade d'Allemagne a mis extrêmement longtemps disons, je ne sais même pas à quel moment réellement ils ont changé d'avis, mais d'une certaine façon, d'ailleurs, ils ont été très forts, Paul Schaeffer et ses associés, parce que, comme vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, à la fin de la dictature militaire, ils ont réussi finalement à transformer cette colonie en formidable entreprise. Alors, ils ont investi. Ils ont acheté des machines, ils ont investi dans le bois, ils ont ouvert des restaurants partout, ils ont ouvert des antennes où ils vendent de la bière bavaroise et de la nourriture bavaroise dans toutes les villes environnantes pour continuer à se faire bien voir. Ça, c'est l'hôpital, c'était le cœur de cette attraction, l'hôpital gratuit, mais il y avait tout le reste autour. Voilà. Est-ce que vous savez, vous, Frédéric Ploquin, d'où vient cet homme? Comment il s'est fabriqué? Au départ, effectivement, en Allemagne, moi, j'ai pas enquêté énormément en Allemagne même, mais je sais qu'au départ, écoutez, il s'est érigé d'une certaine manière en pasteur, puis qu'il a d'entrée de jeu, il s'est érigé en gourou. Il a utilisé le religieux pour soumettre les esprits d'entrée de jeu. Ça, c'était en Allemagne même.
Et à partir de là, il a perfectionné ceci tout au long de sa vie. Donc il a utilisé, pour moi, c'est clair qu'il a utilisé le fait religieux et le côté société de bienfaisance, etc., pour asseoir sa perversité. Voilà, pour soumettre en réalité sur ce territoire de 15 000 hectares et ensuite construire un véritable empire, parce que c'est quand même ça aussi que peut-être l'ambassade d'Allemagne voyait, c'est qu'il a aussi construit un empire économique. Il payait pas d'impôts. Les intérêts allemands. Voilà, c'est ça. D'une certaine manière, oui, c'est un petit peu ça. Mais bon, nous, au moment où on y va là, avec Marie Paulette au début des années 2000, c'est vraiment notre but, c'était vraiment de. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait ce serait extrêmement compliqué d'asseoir la parole de ces mamans qu'on a rencontrées et qui nous racontaient que leurs 12-14 ans avaient été violés pendant des années. Donc nous, on est allé voir ces mamans, on leur a dit qu'on les écoutait, on a recueilli cette parole. Et d'ailleurs, je voudrais faire un petit point là-dessus et saluer la police judiciaire chilienne de l'époque qui nous a reçus, aidés. À la fin, ils ont fait un travail formidable. Et et au sein de la police judiciaire allemande, nous avons rencontré un certain nombre d'officiers et de commissaires qui nous ont ouvert tous leurs dossiers, donné toutes leurs enquêtes, parce que justement, eux-mêmes avaient un petit peu l'impression qu'on leur mettait des bâtons dans les roues dans leur enquête. Donc, on est allé recueillir cette parole et on est même allé jusqu'à ramener, si vous voulez, parce que les prisonniers, pendant la dictature militaire, les prisonniers de Pinochet étaient amenés les yeux bandés depuis Santiago, la capitale, jusque là-bas, ça fait quand même 400 kilomètres, et étaient enfermés et torturés parce qu'en fait, il s'agissait de leur faire avouer les noms de tous leurs petits camarades pour démanteler toute la gauche, l'extrême gauche chilienne. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un de ces personnes et on a refait le voyage en voiture Santiago jusqu'à la Colonia, jusque là-bas, et les yeux fermés. C'était absolument stupéfiant ces moments de notre enquête. Ils retrouvaient le bruit que faisaient les roues de la voiture sur certains ponts en bois ou des petites choses comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient rien oublié. Et nous, notre but, c'était de faire émerger cette mémoire avant ce grand coup de ripollinage qu'allaient passer les Allemands pour que finalement faire disparaître un petit peu toutes les traces, aussi bien, voilà. Merci beaucoup Frédéric Ploquin d'avoir réveillé ces souvenirs et ce livre que vous avez écrit en 2006 qui s'appelait à l'époque La colonie de Dr Schaeffer, une secte nazie au pays de Pinochet, qui a été réédité depuis aux éditions Rig sous le nom L'abominable Dr Schaeffer, une secte nazie et pédophile dans les Andes. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.